Renaud se présenter rapidement et puis on va pouvoir démarrer. Merci Gaël. Christophe Debeu, je suis directeur général du PLB et je représente ce matin Syntec Numérique, l'organisation professionnelle du secteur du numérique en tant qu'administrateur en charge du programme international. Bonjour, Marita, donc BPI France, à la direction de l'innovation. Je fais partie d'une équipe qui accompagne les startups et scale-up qui veulent s'implanter sur des marchés internationaux. Bonjour, Maël Mbaye, responsable des partenariats technologiques internationaux au sein de la direction d'innovation chez BPI France. Encore un cabinet DS avocat, établi en Chine depuis 3 ans, en accompagnement des entreprises françaises qui s'installent en Chine et des entreprises chinoises qui s'installent à l'extérieur de la Chine et qui investissent en Europe notamment. Je vais laisser Christophe nous présenter le constat aujourd'hui d'une étude post-Covid, un petit peu les bons réflexes, les bonnes pratiques, les marchés qui ressortent et pourquoi l'international reste en croissance importante. Merci Gaël. Donc, je présente Christophe Debeu, donc directeur général d'IP-Label. IP-Label, c'est un éditeur de logiciel qui existe depuis 20 ans, qui a une forte activité internationale. 30% de notre chiffre d'affaires réalisé à l'étranger. Nous avons des clients dans 25 pays. Nous avons 5 filiales. J'ai moi-même créé la filiale en Chine à Shanghai en 2007. Je suis resté 3 ans. Donc l'international fait partie de l'ADN de l'entreprise. Et c'est à ce titre que j'ai souhaité partager mon expérience avec les pairs, des sociétés en fait du numérique, des nouvelles technologies en France qui souhaitent, qui sont en train de se développer à l'international. Je me suis investi au sein de Syntec Numérique. Donc, de haut sur Syntec Numérique, c'est l'organisation professionnelle qui regroupe l'ensemble des acteurs des nouvelles technologies en France, donc les éditeurs de logiciels, les entreprises de services numériques, des sociétés d'ingénierie et de conseil en technologie. Ça représente plus de 80% du chiffre d'affaires du numérique en France, plus de 500 000 emplois, 56 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 11 délégations régionales. Et c'est à ce titre que j'ai souhaité m'impliquer au sein du programme international que je pilote aujourd'hui. Alors, le numérique était effectivement au cœur de l'actualité au printemps. On parlait de ce qui se passait dans le cadre de la crise sanitaire, la Covid, puisque en parallèle de la transformation numérique de la société, de l'économie à laquelle on faisait face, on a eu un formidable accélérateur au printemps, comme vous le savez, où beaucoup d'entreprises ont pu assurer un continuum d'activité grâce au télétravail. L'ensemble de leurs collaborateurs se retrouvant à domicile et ont besoin des outils techno pour pouvoir continuer à travailler. La télémédecine, qui était vraiment balbutiante, a véritablement explosé au cours de cette période. L'éducation, l'enseignement, avec tous les espaces numériques du travail, aussi ont été mis en place, permettant aux étudiants de continuer à travailler. L'essor aussi, le boom du commerce électronique, des paiements en ligne. Donc le numérique, effectivement, a été une opportunité pour quelques adhérents. Mais avant tout, l'entreprise numérique reste une entreprise, donc a également été confrontée et subi également plein fouet à la crise, puisque, à titre d'exemple, on avait évalué à plus de 4% la croissance cette année, normalement, dans notre écosystème, et les prévisions révisées affichent plutôt une baisse et un recul d'activité de plus de 6%, quasiment à 7%. Donc le numérique a aussi été impacté. Et c'est dans ce contexte-là, et en tant que pilote de l'international, que je souhaitais mesurer cet impact de crise au niveau de l'export pour nos adhérents au sein numérique. C'est ce que je souhaite partager avec vous ce matin. Alors, la première donnée qui est sortie de cette étude, c'est une donnée qui est plutôt positive. Donc, c'est important d'avoir des messages optimistes par les temps qui courent, puisqu'en fait, nous avons plus de 84% des adhérents qui ont continué à avoir un flux d'activité avec l'étranger. Donc, l'export a continué pendant cette période-là. Ce n'est pas propre au numérique, puisque le MEDEF a réalisé également une étude de leur côté avec le mouvement des entreprises de taille intermédiaire. Et il en ressort que plus de 72% de ces entreprises, quel que soit le secteur d'activité, ont également connu une continuité en fait, de leur activité à l'export. Et surtout, 80% d'entre elles
estiment que l'export va être un véritable levier leur permettant de rebondir dans la situation post-crise. Au niveau numérique, c'est même encore plus fort, parce que là, vous voyez, il y a 89% des entreprises qui estiment l'international comme une opportunité de sortie de crise. Parmi ces adhérents, 60%, 61 exactement, souhaitent accompagner cette stratégie de rebond par du recrutement. Donc là, on a quand même un certain nombre d'informations positives qui permettent d'être optimistes sur l'activité internationale, même si il va falloir quand même repenser globalement et fondamentalement la démarche export. Aujourd'hui, compte tenu des restrictions de déplacement, des difficultés de pouvoir visiter des pays, de partir en délégation, les salons internationaux qui ont été annulés, il s'agit en fait de mettre en place une véritable stratégie hybride qui va devoir non seulement accompagner quand c'est possible une visite, une activité de voyage, de déplacement, comme on le faisait auparavant, mais également numérique. Aller chercher de l'information, développer effectivement cette activité en ligne, apprendre à négocier des contrats, des acquisitions d'entreprises, réaliser des salons virtuels, parce que beaucoup de salons physiques sont déportés sur le virtuel, et puis également promouvoir ces produits et services. Les entreprises vont devoir apprendre également à se projeter vers l'international en apprenant à faire des webinaires, en mettant en place des actions pour faire savoir en fait leur savoir-faire. Concernant les zones et les pays qui intéressent nos adhérents, aujourd'hui, si on fait une photo, on a quand même une forte propension d'activité sur l'Europe, les pays limitrophes frontaliers à la France, donc on va retrouver Belgique, Suisse, Espagne, le Royaume-Uni, l'Afrique du Nord également, avec le Maghreb, une grosse partie des adhérents sont implantés là-bas, en Algérie, Maroc, Tunisie, et puis l'Amérique du Nord qui reste toujours une forte appétence pour les entreprises et les nouvelles technologies, puisque en termes de valorisation d'entreprise, de reconnaissance de la technologie, c'est toujours des marchés effectivement qui sont très attrayants pour ces acteurs-là, ce qui explique pourquoi, dans leur stratégie de développement et de rebond à l'export à venir, le continent américain reste une zone privilégiée. On s'aperçoit également que la Chine, entre 10 et 20% de nos répondants, souhaitent entreprendre une démarche d'implantation ou de développement commercial sur la Chine. Et après l'Europe, alors l'Europe, on retrouve l'Espagne et puis surtout l'Allemagne. Donc l'Allemagne, c'est le premier marché économique européen. Aujourd'hui, les adhérents numériques ne sont pas forcément très puissants ou forts. Du coup, on démarche sur l'Allemagne et c'est clairement identifié comme un des pays clés en termes de rebond. Donc forcément, le fait de se recaliser ou d'avoir des ambitions de développement plutôt proches à la France s'explique par le contexte. C'est quand même plus facile de pouvoir se projeter à l'international avec des pays qui sont en termes de développement des croissances externes, c'est donc quelque chose de plus léger dans le secteur numérique, pour pouvoir quitter une entreprise, la trouver, passer un besoin, comment entrer en relation avec elle, comment négocier avec elle. Même chose pour les partenaires. On choisit de développer en vente indirecte avec un distributeur ou un intégrateur. Comment le trouver, comment identifier, comment entrer en relation avec lui, comment négocier, notamment à distance. RH, c'est toujours un
conseiller aussi en termes locaux sur les recrutements, bien sûr, les business, également comment monter un réseau partenaire local, comment trouver des clients, comment vendre à des clients, ça fait partie des besoins aussi concrets des entreprises, que ce soit du numérique ou d'autres secteurs d'activité. Et puis enfin, tous les besoins en termes de financement. Donc là, c'est une donnée, là c'est propre vraiment à nos adhérents, je ne sais pas si on peut généraliser aux autres secteurs d'activité. En tout cas, 2/3 d'entre elles assurent un développement à l'international en autofinancement, ce qui est en fait une dimension extrêmement importante. Et après, bon, elles savent quand même utiliser les outils et les leviers qui peuvent être proposés par les pays, Team France Export, l'assurance prospection, les également subventions régionales, PME, TPE, par exemple. Par contre, 72% des entreprises numériques se font accompagner, ce qui veut dire que 28% d'entre elles ne le sont pas. Donc il reste encore un vrai levier, en fait, et un vrai point d'amélioration, je pense, pour les offreurs de services, qu'ils soient publics ou privés, afin de faire savoir leur offre et d'aller effectivement conquérir ces entreprises pour les aider à réussir leur projet de déploiement et de projection à l'international. Voilà ce que je voulais partager rapidement avec vous ce matin. Merci beaucoup, Christophe. Et on le voit à travers ce propos introductif, l'international reste un rôle de présence important. Et on l'a vu aussi dans d'autres études, notamment, ça faisait un focus sur les ETI aujourd'hui qui exportent, où près de 2/3 d'entre elles se portaient vraiment bien par rapport à ces innovations et à ce qu'apportait le développement international. Dans ce contexte-là, c'est vraiment important de se questionner sur le pourquoi on amorce cette démarche. Et on l'a vu dans certains des propos de Christophe, on va arriver en fait sur un export distanciel qui va s'installer dans les prochains mois et certainement ce durablement. Donc dans ce contexte où finalement cette crise, elle a pu être une crise pour vos dirigeants, elle peut être aussi une opportunité pour aller attaquer des positions complémentaires, pour éventuellement regarder son positionnement concurrentiel et en profiter pour renforcer sa présence. C'est vraiment important dans un contexte aujourd'hui où il va y avoir de l'incertitude. Cette crise-là, sur certains marchés, elle pourrait être un peu systémique, mais en tout cas, on arrive dans un contexte d'incertitude, dans un contexte où nous, aujourd'hui, on a 22 filiales, elles ont toutes réagi à des vitesses très différentes au contexte de crise. Certaines filiales se sont dites d'abord résilientes et puis finalement, on commençait à prendre des coups plusieurs mois après. Et puis on le voit, ça a un effet yo-yo avec une ouverture, fermeture, réouverture de certains marchés. Dans tout ça, c'est important de vraiment clarifier votre mission de pourquoi vous allez aller à l'international. Le contexte actuel, à la fois, il va repenser la manière de faire du développement international et effectivement, de se poser la question de comment, dans ce contexte-là, je vais mettre en avant des actions distancielles. Christophe parlait de voilà, comment demain monter des webinaires, comment envisager de prospecter en digital, comment passer des salons historiques où on a été présent sur stand à des salons digitaux. Il va vraiment falloir être beaucoup plus percutant, beaucoup plus séducteur dans l'approche et on ne saura pas forcément quelles sont les attentions des gens qui viennent vers vous sur un salon virtuel. C'est important de vous questionner sur le pourquoi on va à l'international. Si certaines sociétés peuvent être liées aussi à des filières, l'automobile, l'aéronautique, où on est aussi en train de travailler sur des révisions de plans. Donc là, c'est aussi des sujets à préparer. Je suivais un donneur d'ordre. Est-ce que mon secteur d'activité, le secteur de mon donneur d'ordre va rester porteur ou est-ce qu'il va falloir que je me diversifie ou que j'aille chercher d'autres entreprises? J'ai été dans certaines destinations en grand export, finalement, dans le contexte de crise, j'ai vraiment eu du mal à suivre les distributeurs, les agents. Je me suis retrouvé avec des sites qui pouvaient être fermés ou mes sites vont-ils être fermés dans le futur. Donc, est-ce que tout ça amène une redéfinition de mes zones? Christophe parlait, l'un des retours, on sait que l'Allemagne est un partenaire et le premier partenaire de la France, mais vraiment le marché allemand s'est installé comme un marché qui est maintenant redevenu un marché éminemment stratégique pour les PME. Le redéploiement aussi vers des pays proches. Le retravail sur sa chaîne de valeur. Mes fournisseurs grand export m'ont finalement mis dans l'embarras 1 ou 2 mois après le confinement parce qu'en termes d'appro, en termes de stock, j'ai eu des problématiques. Donc, il est question que je puisse
rechercher peut-être des partenaires ou des fournisseurs européens. En tout cas, ce qui est important, c'est que de vraiment se préparer à avoir une proposition de valeur qui séduise, qui soit offensive. On voit qu'il y a des marchés qui sont aussi véritablement en train d'accélérer sur les problématiques environnementales. Donc, est-ce que ma proposition de valeur, elle répond à ces problématiques environnementales et comment je vais le mettre en avant? Ce qui est important quelque part, c'est que le pourquoi vous partez va avoir un effet domino sur tout un tas d'autres éléments. C'est-à-dire à la fois, on vient de parler du pourquoi c'est international, mais j'ai une société qui a plusieurs activités, qui a plusieurs secteurs d'activité. Est-ce que j'embarque l'ensemble de mes domaines d'activité stratégique ou est-ce que je me concentre sur une partie de mes domaines? Je suis présent dans la cosmétique, les produits médicaux et puis les produits d'hygiène. Est-ce que je pars avec l'ensemble de mon offre ou est-ce qu'à un moment donné, je fais un travail de resserrer cette offre-là? Est-ce que l'ensemble des marchés sur lesquels je vais répondent à l'ensemble de mon offre en France? On a parlé je parlais tout à l'heure de volontaire international. Qui est le porteur de ce projet de développement international? Qui est le porteur et quel va être son temps et ses compétences par rapport au suivi? C'est le président d'entreprise, c'est demain responsable commercial France. Est-ce que ce responsable commercial France, il va s'installer dans la durée comme un porteur de la démarche export ou est-ce qu'il est plutôt là pour incuber, initier? C'est un responsable export. Est-ce que mon responsable export, aujourd'hui je suis une entreprise qui exporte et je voudrais préparer demain mes implantations, mes acquisitions? Est-ce que mon responsable export va pouvoir gérer les équipes, il va pouvoir préparer ses acquisitions, il va pouvoir engager la société sur un partenariat stratégique? Ou est-ce que dans ce contexte-là d'export distanciel, je m'adosse à un partenaire conseil sur lequel je me dis aujourd'hui finalement cette zone Asie, je vais réviser mes priorités, je vais me concentrer sur l'Europe et potentiellement je vais aller chercher à quelque part externaliser et confier à un partenaire ce développement. Le coût, allez. Certains d'entre vous peuvent avoir démarré le développement international de manière indirecte, de manière opportuniste. Est-ce que, voilà, aujourd'hui, je suis dans le domaine de la déco. J'ai travaillé par le passé avec des architectes. Est-ce que je ne pourrais pas optimiser cette expo indirecte et faire en sorte d'être finalement dans les cartons de tous les cabinets d'architectes quand ils ont des projets à l'international? Ou je suis la solution technique d'un donneur d'ordre français, il a des bases à l'international. Est-ce que demain, je ne pourrais pas, dans un premier temps, maximiser mes chances de gérer ces relations avec lui dans les pays où il s'implante? Ou est-ce qu'aujourd'hui, la crise, par exemple, est-ce qu'elle me ramène sur des marchés limitrophes? Si oui, lesquels? Est-ce que je vais avoir autant de facilité à gérer ce développement international lointain? Est-ce que je vais pouvoir consacrer du temps à animer mes marchés? Christophe parlait aussi finalement de marchés qui s'installent comme les marchés du digital. Aujourd'hui, mon offre, mon modèle est en train de progressivement passer en digital. Est-ce que ça ne change pas le poids et le ciblage de mes marchés? Et cet international grand export, comment je le gère? Ou qu'est-ce que je veux y faire vraiment dans la durée? Parce qu'après, le reste va être aussi les questions de moyens. Comment je vais faire tout ça? Est-ce que j'y vais par mes propres moyens ou pas? Est-ce que j'y vais sur du travail physique ou digital? Est-ce que je fais du référencement? Est-ce que je fais en rencontre acheteur? Est-ce que je surveille des appels d'offres? Mais tout ça, en fait, in fine, vous amène aussi un BP à votre feuille de route. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le challenge est que cette crise-là, elle secoue tout le monde, que vos confrères sont aussi en train de réviser leur position concurrentielle et que pour vraiment, moi, j'ai invité les dirigeants au moment du confinement à réaliser vraiment un stress test de leurs distributeurs. Vous prenez vraiment vos principaux distributeurs stratégiques et vous les passez au stress test et vous regardez qu'est-ce qu'il en est. Et surtout, préparez-vous sur les marchés où vous avez vraiment des positions stratégiques, préparez-vous à la phase d'après. Les distributeurs ont un peu coupé le contact pendant 3 mois. J'ai vraiment nécessité de mettre en place un partenariat de confiance pour voir qui ils sont, comment ils répondent à cette crise-là et qu'est-ce que je fais pour potentiellement m'installer durablement. Mon distributeur en Allemagne a fait défaut. Est-ce que je suis prêt à mettre de l'argent et à potentiellement envisager pourquoi pas de monter au capital de cet acteur parce qu'il m'est important sur le marché allemand, je ne peux pas quitter l'Allemagne, sauf que le contexte de crise va m'amener à repenser mon modèle de développement.
Ce qui est important, c'est effectivement, est-ce qu'aujourd'hui, ce contexte-là, il a affecté les marchés existants. Comment sur ces marchés-là, pour que quelque part, les sociétés, et c'était ce que mettait en avant cette étude, les ETI qui ont réussi à l'international, elles sont installées sur les marchés internationaux. Elles ont un établissement aux États-Unis, elles ont un établissement à Singapour. Donc, en fait, en discutant aussi avec des dirigeants, ils avaient aussi, eux, des aides américaines. Ils avaient aussi, eux, des aides australiennes, des aides de l'État de Singapour. Donc, quelque part, cet ancrage local va, dans un contexte distanciel, permettre de marquer des points. C'était important aussi de se positionner sur mes marchés les plus stratégiques. Comment je renforce mon ancrage local. Qu'en est-il de mon positionnement stratégique? Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que j'ai vraiment des informations? Tu parlais d'aller capter des informations marché, mais c'est important aussi de faire ce travail, de faire parler les marchés pour que vous puissiez vous dire sur les marchés qui sont les plus stratégiques pour moi, quel est mon positionnement? Quel était mon positionnement il y a 6 mois? Quel est mon positionnement aujourd'hui et vers où il va évoluer mon positionnement? Et voir effectivement quelles sont les stratégies qui peuvent vous permettre de renforcer votre positionnement stratégique. Après, c'est de voir si ces marchés sur lesquels vous êtes, la crise va avoir un rôle systémique ou si pour l'instant, entre guillemets, elle se limite à certains secteurs d'activité, elle se limite à des répercussions sur l'emploi. Est-ce qu'elle va appauvrir discuter avec une entreprise de produits de cosmétiques bio et notre bureau en Chine. L'équipe chinoise me disait, on a vraiment pris conscience du souhait d'avoir des produits de qualité, des produits qui font du bien, des produits qui sont sains, et mettre de l'argent et aller dans des réseaux plus différenciants pour aller chercher ces produits-là. Et si vous nous promettez, si vous arrivez en fait à nous apporter une offre qui est signée vraiment ce produit de qualité, produit français, produit naturel, oui, on aura un écho positif parce qu'on veut faire davantage attention à tout ça. Et est-ce qu'aujourd'hui, ces chamboulements vous amènent justement à redéfinir vos priorités marché, redéfinir vos modes d'entrée? Est-ce que votre réseau d'agents et distributeurs, qu'en est-il à la sortie de ce contexte-là? Est-ce que vous avez une vraie vision de leur situation financière ou pas? Sinon, quelles peuvent être vos voies d'accélération sur le pays? Et vraiment, in fine, c'est construire à la fois cet aspect distanciel, le digital, le fait que les choses vont très vite, qu'on est dans un contexte aussi. Derrière, c'est vraiment de resserrer vos priorités marché et de voir comment je vais faire pour accélérer sur ces pays-là et en tout cas vous donner vraiment des moyens. Et là, je laisserai la BPI arriver sur aussi les et trouver des moyens pour répondre à ces problématiques et vous projeter pour durer. Ce qui est important, en fait, c'est que le développement international, il a des impacts sur tout le monde. Évidemment, le porteur de ce développement, c'est l'équipe export. Le développement international, il a un vrai impact sur l'entreprise en termes d'identité, de valeur, de stratégie. Il a un impact important sur l'offre. Les sociétés, à un moment donné, vont être amenées à réfléchir à un produit adapté. Je suis dans le domaine du linge de maison et des linges de lit, et ben, je vais aller chercher les tailles américaines sur mes produits parce que entre guillemets, le lit classique à la française n'est pas le lit classique de la Suède ou le lit classique des États-Unis. Ça va avoir des impacts sur vos ressources humaines, évidemment sur le plan linguistique, sur le plan de la formation, sur le plan demain des problématiques de SAV. Est-ce que ces personnes-là sont proactives? Est-ce que ces personnes-là sont dans des postures de chasse, de conquête, d'élevage par rapport au développement international? Et comment on va gérer aussi un développement international en allant jusqu'au bout de la démarche avec des entités qui sont vraiment devenues internationales? C'est aussi accueillir des talents internationaux, c'est aussi avoir un directeur administratif et financier brésilien, c'est avoir un DRH allemand et c'est aussi vraiment acculturer l'entreprise. Et tout ça, ça chamboule, bien évidemment positivement, mais ça va chambouler aussi la société. È super interessante per te questo che sto ascoltando adesso. Ça va vous amener à, quand on décide d'aller chercher à rentrer dans des réseaux, quand on est dans des produits, typiquement la mode, la déco, le prêt-à-porter, et qu'on décide d'aller, ne serait-ce que sur des marchés comme l'Angleterre,
s'en va sur des réseaux davantage d'influenceurs, on s'en va sur des réseaux de blogueurs, on va chercher à vraiment avoir aussi une attraction communautaire. Donc, on va développer des outils marketing qui ne sont pas uniquement des outils d'accompagnement de son distributeur, on est obligé aussi d'aller développer d'autres types d'outils ou d'aller développer des outils digitaux. Ça va évidemment avoir une importance aussi sur l'aspect juridique et logistique. Comment demain à l'international je gère ces problématiques logistiques. Donc, toutes les questions de supply chain sont vraiment des choses qui sont éminemment importantes. Il y a des entreprises où on a travaillé dans le domaine de la maroquinerie et en fait, on a dû refuser un contrat aux États-Unis parce qu'on n'était pas en capacité de tenir en termes de volume. Là, c'est vraiment aussi réussir à projeter ce que va être ce développement international pour éviter de perdre la face. Et je laisserai tout à l'heure Maëlle vous présenter aussi les facilités de financement qui peuvent vous être proposées, mais derrière, ça a aussi des impacts sur la partie innovation et recherche. L'une des voies de développement international, c'est aussi d'imaginer faire de la recherche collaborative. On a aussi des entreprises qui, finalement, c'est leurs entités de R&D qui vont se faire connaître par un symposium, par un livre blanc et qui vont commencer à rentrer dans cette démarche de développement international. Bonjour à toutes et à tous. Ravi d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler peut-être, enfin pour vous illustrer quels sont aujourd'hui les différents outils d'accompagnement vers l'international pour des entreprises qui s'inscrivent dans une phase que l'on est amené à aborder peut-être un peu moins, ou du moins une phase que l'on n'a pas forcément en tête, qui est cette période plutôt de développement produit pour le marché cible, et également cette phase de pré-commercialisation qui est nécessaire pour faire en sorte que votre stratégie à l'export ensuite soit une réelle réussite. Donc, ma collègue également Marie-Sarah sera là pour vous apporter d'autres éléments concernant le continuum d'offres que BPI France propose aujourd'hui aux entreprises qui souhaitent aller à l'international. Alors, tout d'abord, innovation internationale, est-ce un combo gagnant? Pour BPI France, la réponse est oui, pour 4 principales raisons. Tout d'abord, aller à l'international vous permet de sourcer des briques technologiques complémentaires aux solutions que vous êtes en train de développer aujourd'hui. Et dans un monde globalisé, il est nécessaire aujourd'hui d'admettre que vous pouvez identifier des leviers de croissance et également des inputs techno qui permettront de pouvoir accélérer in fine à la fois le développement de votre solution et ainsi sa commercialisation sur un marché cible. Ce qui amène donc au deuxième point, qui est également la notion d'attractivité. Partir à l'international, aujourd'hui, permet de positionner votre entreprise comme étant un acteur dynamique qui est prêt à relever des défis, qui est également prêt à prendre l'initiative et qui ne va pas attendre d'acteurs étrangers de venir en France pour pouvoir vous rencontrer, mais d'aller à la rencontre de ces acteurs pour nouer de potentiels liens et de premières collaborations. L'autre élément qui est assez logique, c'est la notion de croissance. Et dans un contexte actuel où on fait face à différents enjeux au niveau national, pouvoir partir à l'international vous permet d'identifier des leviers de croissance qui peuvent être de réelles alternatives en ces temps un peu difficiles. Et donc, on en arrive à la notion, évidemment, de diversification de vos produits et de votre stratégie de développement qui, aujourd'hui, est nécessaire pour éviter de mettre tous les œufs dans le même panier lorsqu'on peut faire face à des contractions du marché national ou régional. Alors, au sein de BPI France, nous avons développé un continuum aujourd'hui d'offres qui suit in fine. Alors, la slide précédente, c'est vrai que je dois changer ici. C'est bon. Voilà. Et donc, au sein de BPI France, nous avons développé, au sein de la direction de l'innovation, ce continuum d'accompagnement et d'offres à destination d'entreprises qui, comme je le disais, sont aujourd'hui vraiment dans cette phase de compréhension des besoins du marché afin d'assurer un meilleur product market fit, comme on dit en anglais, s'assurer que votre solution réponde au mieux aux attentes du marché, jusqu'à la phase de commercialisation qui à la fois inclut tout un travail de validation de votre stratégie marketing et de pénétration du marché
puis toute la phase export qui aujourd'hui est assurée par nos collègues de la direction de l'export ainsi que par la team France Export de manière plus globale et d'autres acteurs qui peuvent vous accompagner sur ces sujets. Par rapport à ce continuum, au final, on identifie au sein de la direction de l'innovation 4 étapes principales. Tout d'abord, la notion d'acculturation, la notion de compréhension du marché, de ses enjeux, pour définir votre positionnement produit, évidemment commercial, et identifier également de potentiels partenaires qui vont pouvoir être des accélérateurs pour votre implantation et votre déploiement sur le marché. La deuxième étape va être de cadrer votre stratégie au final de développement produit pour le marché singapourien, pour le marché allemand, et de sécuriser les différentes étapes de cette collaboration avec un point d'attention évidemment sur tout le volet propriété industrielle et gouvernance de cette collaboration. Par la suite, il existe aujourd'hui aussi des financements qui peuvent vous être apportés pour vous soutenir sur cette phase de développement et sur cette phase de R&D qui nécessite évidemment un investissement potentiellement important pour faire en sorte de réussir au mieux à faire correspondre votre produit aux attentes du marché. Et puis par la suite, toute cette phase de validation de la stratégie marketing pour accélérer la phase de commercialisation sur le marché ciblé avant de vous lancer dans une activité qui sera plus un déploiement à l'export comme vous pouvez le connaître. Partenariat technologique, bon, concrètement, de quoi parle-t-on? Un partenariat technologique vise à faciliter une collaboration entre un acteur français, une entreprise française, et une entreprise étrangère qui souhaiterait collaborer pour co-créer ou adapter une solution existante au marché ciblé. Dans votre cas, vous avez par exemple un partenaire à Singapour qui peut vous apporter une connaissance bien précise du marché dans le domaine de la medtech. Vous allez potentiellement avoir besoin de ces données pour pouvoir adapter votre solution et donc vous allez mettre en place un projet de collaboration sur 1 ou 2 ans pour faire en sorte de bénéficier au mieux de son expertise technique et marché avant de lancer la commercialisation de votre solution. Pour nous, le partenariat technologique a 3 principaux objectifs. Tout d'abord, renforcer votre capacité de production à l'international sur un marché qui est généralement concurrentiel avec une maturité technologique plus ou moins élevée et qui nécessite donc que vous soyez en mesure de pouvoir réellement présenter l'avantage comparatif de votre solution par rapport aux technologies locales. L'autre aspect est que via une collaboration de ce type, vous êtes amené également à pouvoir mieux vous insérer dans la chaîne de valeur du marché ciblé. Nous avons des exemples d'entreprises qui, après 2 ou 3 ans de collaboration et de déploiement sur des marchés, notamment par exemple le marché coréen, ont pu réellement être identifiées comme des entreprises coréennes, alors qu'à la base, c'était des entreprises françaises et qui avaient juste une filiale à Séoul. Mais le fait d'être passé par une collaboration avec un acteur local leur donnait plus de légitimité, de crédibilité, ensuite à aller voir les grands comptes comme Samsung ou autres pour leur proposer leur solution. Et l'autre aspect qui est de nouveau assez logique, hein, c'est que par le biais de ce partenariat qui vous permet au final d'avancer par étapes, de structurer réellement votre stratégie de développement à l'international et de pouvoir identifier des acteurs qui pourront réellement apporter une valeur ajoutée à votre déploiement sur place, vous êtes en mesure de pouvoir accélérer votre croissance. Alors, quelques points d'attention qui au final ont été répétés depuis le début de cette présentation. Je ne serai pas long, mais on souhaitait malgré tout vous partager ces points puisque voilà, de par les missions qu'on a pu organiser et les projets qu'on a pu accompagner, on en retire quand même une certaine expérience, on retire du moins un certain retour d'expérience d'entreprises et de projets qui ont pu réussir ou même échouer. Le premier point, il est clair, et je vous l'ai déjà répété, hein, mais c'est de définir clairement l'avantage comparatif de votre innovation par rapport à des technologies locales, car vous faites face à des acteurs locaux, des startups, des grands comptes, des centres de recherche qui, eux aussi, ont développé des solutions
potentiellement des fois plus intéressantes que la vôtre. Donc, dans quelle mesure aujourd'hui un acteur devrait vous choisir vous par rapport à un autre? L'autre point également, c'est de clairement définir votre besoin de briques technologiques. Dans quelle mesure votre entreprise a réellement besoin aujourd'hui de collaborer avec un acteur de ce pays pour faire en sorte que votre solution corresponde au mieux aux attentes du marché? Si vous ne vous posez pas cette question, c'est qu'il y a un problème. Je ne pense pas qu'aujourd'hui vous puissiez aller cibler le marché américain, canadien, singapourien sans vous dire à un moment donné si une adaptation de votre produit n'est pas nécessaire pour faire en sorte de réussir sur le marché. L'autre point, c'est évidemment de travailler votre pitch et vos supports en anglais, de faire en sorte que vous soyez le plus clair possible et que vos interlocuteurs puissent clairement comprendre quels sont vos besoins et quels sont vos objectifs sur le marché. Cela notamment dans le but de pouvoir aussi faire en sorte qu'en termes de gouvernance et de collaboration éventuelle avec des partenaires sur place, que vous n'ayez tout simplement pas de mauvaises surprises. Et puis deux autres points, le cadre juridique qui est extrêmement important. Avant de vous déplacer sur place, renseignez-vous. Et enfin, renseignez-vous également sur l'ensemble des guichets de financement disponibles en France, en Europe et à l'international. Donc, les slides suivantes sont des présentations de quelques dispositifs de financement éventuels que vous pourriez mobiliser dans ces différentes étapes de développement international, que cela soit le diagnostic partenariat technologique international qui vous permet de bénéficier d'un financement pour mobiliser des experts qui pourront vous accompagner sur de la recherche de partenaires, sur structurer votre accord de consortium ou autre. Et puis ensuite, les appels à projets internationaux qui sont des mécanismes de cofinancement pour financer des collaborations éventuelles que vous souhaiteriez monter avec des acteurs dans les différents pays. Donc évidemment, bon, je reste à votre disposition si vous avez des questions par la suite. Et je laisse le micro à Marie. Bonjour à tous. Donc moi, je m'occupe d'organiser des missions d'immersion à l'international pour les startups et scale-up innovantes. Vous avez ici les prochaines missions qu'on organise. Chaque mission en fait est construite sur un même modèle. On va viser un secteur particulier. Donc là, vous voyez les prochaines cibles, l'EdTech, la FinTech, les industries créatives. Pour Israël, c'est la santé. Et puis un marché international. Donc, on organise ces missions selon le process suivant. On a un appel à candidature. On va recruter environ une dizaine d'entreprises avec un comité de sélection qui réunit des experts français et du marché qui est visé. Quand les entreprises sont sélectionnées, elles vont avoir une phase de préparation qui se passe donc en France, avec un volet collectif qui va permettre donc en fait de les acculturer au marché qu'elles visent, avec des présentations des écosystèmes, des us et coutumes locaux, une sensibilisation juridique et fiscale, etc. Et puis un volet individuel, puisqu'elles vont bénéficier d'un diagnostic de l'INPI et avoir différents rendez-vous avec par exemple BPI France Assurance Export et puis des études de marché. La phase suivante, c'est la mission d'immersion en elle-même. Donc, elle se passe normalement dans le pays visé. On a bien sûr depuis quelques mois modifié nos missions pour les faire de manière digitale, même si on espère pouvoir retourner bientôt sur les différents marchés. Cette mission, elle a une partie collective et une partie individuelle. Les parties collectives vont permettre aux entreprises donc d'avoir des masterclass, de rencontrer des pairs qui sont déjà implantés sur le marché visé, de pouvoir faire du networking, de pitcher, et puis elles vont leur permettre de visiter des sites des sites internationaux d'intérêt pour elles ou de participer à des salons. Et puis, elles vont avoir aussi une partie individuelle, donc, qui va leur permettre de rencontrer vraiment les acteurs qu'elles ont besoin de rencontrer dans le marché visé de manière en one-to-one. Et ça se fait donc avec un programme vraiment sur mesure et qui va répondre au niveau de développement de l'entreprise, à ce qu'elle cherche précisément. Le but, c'est qu'à l'issue de ces missions, les entreprises soient capables de dire c'est le bon moment pour moi et j'ai ce qu'il faut pour y aller, ou alors
non, justement, ce n'est pas le bon moment, mais d'avoir un petit bilan sur ce qui leur manque et de pouvoir avoir un plan d'implantation. Un exemple de mission qui a été réalisée cette année, qui devait se faire sur place, qui a été faite de manière digitale, c'était une mission donc, sur la santé digitale et medtech aux États-Unis. Donc les entreprises, on a eu 10 entreprises sélectionnées avec un jury d'experts nord-américains. À l'issue de la sélection, les entreprises avaient tout un livrable avec tous les points clés notés par les experts qui leur permettaient en fait donc de se positionner, de faire évoluer éventuellement leur projet. Après le bootcamp préparatoire, donc elles ont eu normalement, la mission devait se passer sur une quinzaine de jours à Boston. Elle a eu lieu sur plusieurs semaines donc en digital, avec donc cette partie collective et la partie individuelle, avec également du mentoring. Et la partie qu'on n'a pas pu réaliser cette année, c'était les visites et rencontres sur place. Un autre aspect de ce qu'on fait pour les missions d'immersion, c'est on organise de manière mensuelle à peu près des business workshops qui sont en fait des événements d'une demi-journée ou d'une journée qui vont permettre aux entreprises innovantes de venir assister à des tables rondes avec des experts d'un marché donné et donc de pouvoir créer des échanges entre les entreprises qui s'intéressent à un marché et les experts qui sont présents sur ce jour-là. On en a un demain qui aura lieu ici au Hub et qui porte sur l'Afrique et les industries créatives. Voilà, je vais laisser la place aux questions, je crois. Merci beaucoup à tous. L'idée, c'était vraiment dans ce temps d'échange de vous montrer que c'est important de se préparer, c'est important de bien définir ce qu'on souhaite faire sur le marché, puisque Maëlle présentait le partenariat technologique comme une voie d'entrée sur un pays. Maintenant, on est à votre disposition pour les éventuelles questions. Oui. Quelque part sur le fait que quand on regarde le développement international, vous êtes prévu quelques mois avec le Covid, surtout dans le pays asiatique, on ne peut plus faire ce développement international, donc il faut repenser totalement le modèle de l'entreprise. Quelque part, que ce soit pour ajouter notre d'entreprise, que ce soit pour temps, on allait passer 3 semaines en quarantaine au Cambodge, 2 semaines en Thaïlande, 3-4 semaines en Birmanie, ne pas rentrer à Singapour sur les pillards. Donc ça veut dire que aujourd'hui, ce qui est intéressant dans le développement international, c'est qu'on est dans un environnement en pleine disruption. Et le digital peut bien aider. Et intervenant sur le même un problème dans le savoir, j'ai été obligé un mois avec le Covid, tous ces techniques, le face-à-face est important pour passer effectivement sur Zoom, Teams, etc. Donc c'est ça, quelque part, pour monter des missions, c'est compliqué, mais monter des missions autrement, faire des affaires autrement, en évitant le face-à-face, en s'appuyant sur les bons relais sur place, c'est la clé du succès aujourd'hui pour le développement international. Simplement parce que les gens en ligne n'ont pas forcément entendu que vous mettiez en avant que quelque part ce contexte-là disrupte complètement le développement international et que notamment la manière de gérer ces implantations au grand export, il faut tout repenser et utiliser le digital dans cette réflexion d'ensemble. C'est ce qu'on disait en préambule, c'est vraiment le distanciel s'installe et va s'installer durablement. Et l'un des challenges que vous allez avoir, c'est comment on gère ce dernier mètre relationnel. La poignée de main, le regard, faisait quand même aussi tout dans une négociation. Comment on gère ça dans un contexte où quelque part on va se réinventer en mode remote, et ben, comment on gère cet international. Et c'est pour ça aussi que Christophe donnait les constats aussi de cette étude. Maintenant, c'est là où certains pays sont passés très vite sur du digital, ou installé le digital sur la supply chain, pas simplement que sur le marketing et la com, mais l'ont vraiment installé comme un modèle d'ensemble. Vous avez des questions?
Alors, initialement, c'était une mission qui était prévue sur une dizaine de jours sur place. Alors, comme c'était une mission aux États-Unis, il y avait évidemment une contrainte de décalage horaire. Donc, elle a été faite en digital sur 3 semaines, avec des sessions toutes les après-midi en France. Donc, sur une durée de 3 semaines. Alors, l'avantage, je dirais, c'est que ça permet à plusieurs personnes d'une même entreprise de pouvoir se relayer, ce qui n'est pas le cas quand on part, évidemment. Mais voilà, d'avoir peut-être sur certaines sessions, plutôt la personne chargée des opérations financières, sur d'autres sessions, quelqu'un d'autre de l'entreprise. Donc, ça permet une approche différente, mais qui est aussi tout à fait intéressante, en fait. Après, c'est vrai que sur 3 semaines, il faut aussi, pour l'entreprise, arriver à gérer ce temps-là. Et bon, quand on part aux États-Unis, qu'on est là-bas, on est là pour s'occuper de ça. Quand on reste en France et qu'on toutes les après-midi, on doit se connecter, etc., on peut aussi se laisser un petit peu absorber par d'autres tâches quand on est très sollicité, comme sont les entreprises. Donc, c'est une gestion qui est différente. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez aussi échanger en individuel avec chacun des intervenants, soit les 2 personnes donc, de BPI qui sont Maëlle et Marie, soit pour en savoir plus sur le programme Syntec. Du coup, vous avez Christophe qui est ici et aussi Mike au fond qui représente Syntec aussi. Donc voilà, vous avez la possibilité d'échanger avec eux, ils vont rester plus longtemps. Et Gaëlle et moi-même sur la partie Altios, accélération, on a dû aller un petit peu plus vite, mais on avait aussi pensé vous proposer notre offre Altios. Si vous voulez en parler un petit peu plus sur l'accélération, n'hésitez pas. Je crois qu'il y a eu des questions du webinaire aussi, donc je pense que c'est intéressant de partager. Il y a une question sur comment, quelque part, le numérique peut vraiment accélérer la transformation de nos entreprises. Par les outils déjà, effectivement, au quotidien, on utilisait un certain nombre d'outils numériques qui ont dû s'adapter également pour être utilisés en mode déporté, en dehors de l'entreprise, qu'on soit dans des espaces collaboratifs ou bien qu'on soit à domicile ou à d'autres endroits. Donc, c'est déjà en fait l'outillage. Mais au-delà de ça, je pense qu'on est effectivement sur une logique de transformation des us et coutumes, des habitudes de travail, que ce soit dans le cadre des relations internes à l'entreprise, travailler entre les services, ça a des impacts, on a besoin de s'adapter, mais également avec le monde extérieur, forcément, que ce soit dans le cadre de la gestion de l'entreprise, avec l'administration, dématérialisation de l'administration électronique, par exemple, ou que ce soit forcément avec ses clients, ses marchés, ses partenaires. Donc, ce n'est pas un amont. D'ailleurs, je crois que dans le plan de relance qui a été communiqué dernièrement, il y a 7 milliards qui sont prévus pour le numérique, et notamment 3 milliards dans cette enveloppe numérique dédiée à la transformation numérique de l'État et des entreprises. Donc, on est bien effectivement sur un investissement qui va être nécessaire non seulement au niveau outillage, mais également la nécessité de s'approprier et d'avoir ses propres règles, parce que je pense que ça va être compliqué d'avoir aussi des bonnes pratiques universelles. Chaque organisation va devoir s'adapter sur l'usage de l'environnement digital. Ce qui est intéressant aussi dans vos propos tout à l'heure, monsieur, sur l'Asie, c'est qu'on voyait qu'il y avait vraiment des zones qui vont répondre très vite. Donc, c'est important aussi pour vous de vous dire maintenant comment je prospecte en distanciel, comment je garde la main avec mes partenaires de confiance et qu'est-ce que je leur propose, parce que je suis à l'autre bout du monde et je ne vais pas forcément pouvoir les voir souvent. Comment je fais pour être ce partenaire de confiance? Et si j'ai des entités ou des équipes à l'international, quels sont les outils, quels sont les bons réflexes que je vais mettre en place pour que toutes ces équipes-là gardent un esprit groupe et que se casse pas en fait cette cohésion, parce que le risque en fait c'est que quand on subit à un moment donné cet arrêt de communication, on n'est pas accoutumé à faire une négo sur Zoom. Les premières, elles échappent. Maintenant, c'est vraiment des outils qui vont devenir des outils, vos outils familiers, pour conquérir des positions, pour fidéliser vos partenaires et même pour former. On a même des acteurs dans le champagne qui ont fait des dégustations en distanciel. Donc, c'est vraiment, je pense qu'il est important là de se réinventer aussi
Et on l'a vu, nous, on a une entreprise de cosmétiques qui avait une soixantaine de boutiques, d'ailleurs en plein cœur de Wuhan et partout en Chine. Et ben, elle a 120 de ces équipes qui se sont mis à prendre en main les réseaux sociaux et qui sont installés en fait comme des influenceurs. Et au sortir de cette crise, elle a vraiment multiplié sa croissance et elle s'est ouverte en fait à un nouveau modèle de développement qui était non seulement la vente en ligne, mais aussi quelque part l'attraction des réseaux communautaires. Donc quelque part, la crise a aussi ses opportunités. Pour l'instant, on parle du côté sévère, mais ça va être vraiment aussi un moment important de transformation. Donc voilà, à vous aussi de vous réinventer. Et peut-être aussi de prendre des bonnes pratiques de certaines destinations grand export. On parle de l'Asie, tu parlais des États-Unis, mais voilà, de marchés qui sont très ancrés déjà sur cette transformation digitale, cette transformation numérique. Ce n'est pas forcément une démarche qui va être simple, ça va se faire aussi dans les efforts à la douleur. Moi, j'en parle des sources de cause, puisque ça, dans mon entreprise, j'ai une grosse frustration actuellement des équipes commerciales, parce qu'elles perdent toute la notion de communication non verbale avec leurs clients et partenaires. Et c'est vrai que c'est des choses dont on va peut-être inconsciemment mesurer l'importance, mais sans le pratiquer au quotidien. Et depuis en fait la multiplication des conférences téléphoniques, des Zoom, des Teams, et tous ces outils, et une vraie prise de conscience et du coup une perte de valeur sur la relation à l'autre qui génère effectivement une frustration. Donc il faut se réinventer. Maintenant, voilà, au début, ça va falloir passer à travers un certain nombre de process et une démarche, un chemin qui nécessite des efforts et des inventions. On a dû écourter certaines slides, tout vous parviendra par email. Il n'y a pas d'autres questions en ligne. On vous remercie tous pour votre présence et puis on est à votre disposition pour toute question. Merci beaucoup.